Voilà, donc première table ronde. La question c'est, que se passe-t-il au fond quand un chercheur vient devant le public? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ses objectifs? Quels sont ses moyens? Parfois on parlera de quelle est sa posture. C'est l'expression qu'on va utiliser pas mal aujourd'hui. On peut se demander également, est-ce que son rôle est différent de celui d'un médiateur scientifique qui, lui, ne serait pas chercheur? Et puis, est-ce que son institution reconnaît la valeur de cette communication scientifique qu'il réalise? Voilà quelques questions qu'on va se poser au cours de cette table ronde qui s'intitule « Médiation scientifique, les chercheurs ne sont-ils que des informateurs ?» Et on va en discuter avec Nathalie Besson, Richard Emmanuel Istès, Antoine Petit et Valérie Verdier. Alors, je vais vous installer là. Monsieur Petit à ma gauche, Madame Verdier à ma droite, Monsieur Istès ici. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques applaudissements chaleureux, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bien, merci à tous les quatre d'être présents. Nathalie Besson, physicienne au CEA, Antoine Petit, PDG du CNRS, Madame Verdier, PDG de l'IRD, et Richard Emmanuel Istès, qui est à la fois agrégé de chimie et puis qui enseigne les sciences de l'éducation. Madame Besson, commençons avec vous parce que vous êtes une chercheuse, une physicienne, sciences fondamentales, physicienne de l'atome au CEA, et vous faites beaucoup de communication grand public. Donc c'est intéressant de commencer avec vous pour voir comment vous qui pratiquez la chose, vous l'entendez. Vous avez participé à une exposition, à la mise en place d'une exposition au Grand Palais. Vous intervenez devant des scolaires, des étudiants, à la Fête de la Science, aux Utopiales à Poitiers. Vous intervenez en radio, en télévision, hein, tout ça, tout ça. Vous aimez ça? Donc moi, je voulais revenir sur le titre joyeusement provocateur. Est-ce que les scientifiques ou les chercheurs ne sont que des informateurs? Déjà, que des informateurs, c'est la moindre des choses, parce que c'est le cœur du métier. On a besoin d'informer nos collègues pour faire progresser la science. Mais évidemment, l'information pour la recherche fondamentale, c'est, pour utiliser un vocabulaire de management de projet, le livrable de la recherche fondamentale. Donc bien sûr, on doit informer. Après, il y a des façons... Il y a un cercle très confortable pour le chercheur, c'est le cercle des collègues immédiats, avec qui l'information peut être réduite à l'os, le jargon pur. On peut balancer des trucs du style « ça y est, on a le Higgs à 125 GeV avec le gamma-gamma et le 4 leptons ». Mes collègues ont plein d'informations dans cette phrase, ils ont tout compris. Et puis, le chercheur, comme je le disais, doit évidemment ses résultats à la société et donc doit pouvoir les communiquer, donner ces informations à la société. Alors, il a deux solutions. Soit il reste confortablement dans sa zone de confort à lui, le cercle des experts, et il va chercher un médiateur professionnel qui saura rendre les informations attrayantes, intéressantes, mais aussi les communiquer, c'est-à-dire traduire le jargon en quelque sorte. Mais il peut aussi décider de faire de la médiation. Et là, à mon sens, le discours, l'information pure, se double de tout un tas de messages tacites, non dits, qui sont aussi très importants. Vous faites la distinction entre l'information et la médiation? Oui, parce que la médiation contient l'information, mais il y a des choses en plus. Un exemple bête, je suis ici devant vous, je suis chercheur en physique fondamentale, je suis une femme. Donc rien que de parler devant vous, ça dit, si, il y a des femmes en recherche fondamentale. Et si, le métier de recherche fondamentale est très intéressant, voire passionnant. Et bien sûr, vous pouvez avoir l'envie de le faire. Et selon ce que je dirais en conférence, il y aura tout un tas de messages comme ça. Je parlerai de méthodes scientifiques, j'essaierai de développer l'esprit critique de mon public. Et puis, comme je suis en train d'essayer de le faire en faisant le clown devant vous, je vais véhiculer de l'émotion, ce que je ne peux pas faire avec de l'information pure. Et ça, c'est extraordinairement important parce que moi, ce que j'ai envie de partager, c'est mon amour de la science, c'est l'émerveillement continu que j'ai vis-à-vis de l'univers qui est celui dans lequel on est. Et donc ça, je peux faire que par la médiation. Mais il y a encore une couche de surtexte qui s'ajoute, qui est que quand je suis en médiation, je suis en représentation. Donc je suis aussi en représentation de la science, je suis garante d'une rigueur scientifique, je suis porteuse de la méthode scientifique, je peux être représentante de mon institut de recherche, je peux représenter mon métier, etc. Donc pour moi... Donc il y a beaucoup de couches, alors si je comprends bien. Il y a l'information pure, si je puis dire, les GeV, etc. Mais il y a aussi de l'émotion. Il y a un petit côté battleur qui est un peu important.
Et vous disiez, oui, oui, il y a plusieurs couches. Hein. Et du coup, c'est un métier. La médiation est un métier, et je remercie tous les médiateurs qui en font qui le font magnifiquement bien. Mais je pense que le chercheur, quand il décide d'être médiateur, alors du coup, ça lui demande un travail, de l'énergie, de la préparation, etc. Donc ça demande un investissement personnel, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il y a toutes ces surcouches. Le chercheur est en représentation. Donc, le chercheur il a un rôle social aussi, le chercheur. Vous disiez, je suis une femme, donc le simple fait que vous soyez présente devant un public signifie, oui, il y a en physique fondamentale des femmes. C'est pas évident, on n'est pas un grand pourcentage, donc il faut le dire. On peut vouloir éveiller la curiosité, on peut vouloir éveiller comment on dit, donner envie de faire ce métier. Enfin, oui, on a beaucoup de choses à dire rien qu'en étant sur scène et en tant que chercheur. Est-ce qu'il y a aussi un rôle du scientifique quand il est en position de médiateur? Est-ce qu'il a aussi un rôle à, je ne sais pas comment dire, mais enfin, on voit bien que la science aujourd'hui est quand même attaquée par des théories du complot, par des fake news et parfois au plus haut niveau de certains États. Est-ce que vous avez un rôle et quel peut être votre rôle là? Alors on a un rôle évident et alors maintenant la question peut se poser, est-ce que moi je prends les mêmes outils que les mécréants qui sont en face? Est-ce que j'attaque aussi? Et je pense que c'est contre-productif de perdre son temps à dire là c'était une bêtise et là c'était une contre-vérité et là c'était une erreur. Je pense plutôt, comme ça a été dit, qu'il faut éveiller l'esprit critique des gens et leur donner les outils de se faire leur propre opinion, d'aller chercher les informations, d'être capable de jauger si telle ou telle information a plus ou moins de potentiel de crédibilité. Et je pense que c'est ça qui est important. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça alors? Par l'exemple, moi je m'en tiens à une rigueur scientifique la plus poussée possible, même quand je dois faire de la vulgarisation, quand je dois parler à des petites quatrièmes, par exemple, ce qui est toujours très chouette. Il faut que je fasse très attention à ce que je dis, parce que la moindre image que je vais employer va évidemment... et plus elle sera fausse, j'ai remarqué avec les étudiants, plus elle est fausse et plus elle va rester. Donc il faut être très, très, très attentif à ça. Mais je pense qu'on a aussi un rôle d'exemplarité, c'est-à-dire que moi, je vais m'en tenir à de la rigueur scientifique. Je peux pas faire mieux. Je pense que je pourrais, oui, passer beaucoup de temps à contrecarrer toutes les contre-vérités ou toutes les mauvaises utilisations de la science. Non. Le problème qu'on dit souvent, c'est que c'est très facile, très rapide de dire une contre-vérité. C'est beaucoup plus long et compliqué de la démonter, d'expliquer en quoi elle est fausse. Tiens, on va essayer de voir si votre micro, le 1, marche. Eh bien, toujours pas. Bon. Oui, c'est beaucoup plus difficile de la démonter, mais c'est beaucoup plus difficile de la démonter parce que pour les gens, c'est plus facile d'avoir une vérité toute cuite qui tombe comme ça que quelque chose qui nécessite d'avoir tout un tas d'outils. Donc il suffit qu'on leur donne les outils, auquel cas la vérité sera aussi facile à accepter que la contre-vérité. Donc je pense que c'est un travail d'éducation et je ne suis pas en train de parler que de l'école. Avec celui-là, là. Et là? Merveilleux. Merveilleux. Alors j'ai les mains pleines de... C'est bon, je suis protégée là. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que je pense qu'il suffit de donner les outils aux gens. Donc ça passe par l'éducation, et l'éducation vraiment au sens large. Et une fois que les gens auront les outils pour être capables de savoir ce qui est une vérité d'une contre-vérité, et trouver aussi facile à accepter la vérité que... Enfin, j'aime pas le mot vérité, mais mettons le fait, ou le fait scientifique, plutôt que l'ânerie monumentale qu'on peut trouver sur les réseaux ou autres, auquel cas la bataille sera gagnée, ou presque. C'était important de commencer avec vous parce qu'on a... Monsieur Antoine Petit, je vous vois dodeliner. Vous aviez envie de réagir? Oui. Antoine Petit, PDG du CNRS. Je trouve que c'est, avec tout le respect que je dois à ma voisine, dont le talent de médiatrice est connu, je pense qu'il faut aussi qu'on explique aux gens qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc c'est pour ça que je réagissais à vérité ou pas vérité. Je pense que dans le monde scientifique, on sait que la majorité des choses, on ne le sait pas, et sinon on ne serait pas chercheur ou chercheuse. Et je pense que parfois, le grand public ou les femmes et les hommes politiques attendent des vérités simples. Et que la vérité, la vérité scientifique, elle est rarement simple. Donc il y a des choses qu'on sait. On sait que la Terre n'est pas plate. On sait que c'est pas... qu'on tourne autour du Soleil. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on sait, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et je pense que la difficulté quand on fait de la médiation scientifique, c'est aussi d'être capable de faire passer ces messages qui finalement ne font plaisir à personne. Parce que quand tout le monde aimerait bien que la vie soit simple et que les scientifiques ont dit que, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est pour ça que je réagissais à cette dualité vérité-pas vérité. Je trouve que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais je suis sûr qu'on est d'accord là-dessus. On est complètement d'accord là-dessus. C'était un exemple qu'on avait pris quand on avait discuté tous les deux. La science, par définition, elle est réfutable. Il faut qu'on en doute.
Et en particulier, un chercheur en physique des particules, c'est une évidence, on va donner des résultats à 95% de confiance. Résultat de l'affaire, on a des gens qui viennent nous voir en disant « Pourquoi voulez-vous que je croie à la science? Vous n'êtes jamais sûr de rien. » Donc effectivement, ça va dans ce sens-là. Mais mon propos, c'est plutôt de dire que si on apprend aux gens ce que veulent dire ces 95% de confiance, qu'au contraire, c'est très sûr et très sain. Je crois que c'est vous qui m'avez dit si on était sûr à 100%, ce serait plus la science, ce serait de la croyance. Certaines choses, oui. Oui, c'est ça, c'est vous qui m'avez dit ça. Alors, poursuivons avec Richard Emmanuel Istès, donc double casquette, à la fois docteur en sciences de l'éducation, professeur agrégé de chimie. Vous êtes aujourd'hui chercheur associé à un laboratoire à l'Université de Lausanne et vous avez fondé des associations, l'association TRACE, qui veut dire théorie et réflexion sur l'apprendre, la communication et l'éducation scientifique, et aussi une association qui s'appelle Les Atomes Crochus, et vous avez aussi une chaîne YouTube. Alors, finalement, on se demande, on se pose une question, qu'est-ce que c'est que le médiateur? Voilà, Nathalie Besson disait « Ah, mais on peut être au niveau de l'information pure, mais aussi il y a une part de médiateur en moi scientifique, quand je véhicule de l'émotion, j'ai aussi un rôle social en tant que femme, je représente une institution. » Il y a d'autres niveaux de complexité qui sont assumés. Et quand je vous ai demandé, au fond, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Vous avez poussé un grand soupir. Et vous m'avez dit, ça fait 20 ans qu'on me pose la question. Alors, quelle est votre réponse à cette question simple mais importante aujourd'hui? Oui, merci pour cette question et cette invitation. J'aimerais juste demander s'il est possible d'afficher les diapositives de mon ordinateur. Il se peut que j'en ai besoin, c'est pas sûr. Puisque j'ai la parole, et si vous me le permettez, j'aimerais juste profiter de cette occasion pour rendre un hommage à Catherine Bier, qui est décédée il y a quelques jours, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Catherine Bier était maître de conférence à l'université de Montpellier, c'était une des cofondatrices de l'association Les Atomes Crochus que vous venez de citer. C'était l'initiatrice, l'inspiratrice du concept de clown de science qu'on a développé avec les atomes crochus dans les années 2000. Et elle a dédié une grande partie de sa carrière professionnelle justement à la vulgarisation scientifique et la dédramatisation de la science, notamment à travers son personnage de clown, s'impliquant dans la commission Chimie et Société. Et je crois qu'elle aurait été contente de savoir qu'on allait prononcer son nom et se souvenir d'elle dans ce lieu prestigieux et dans ce cénacle. C'est pas complètement étranger au sujet, puisque voilà une chercheuse qui a dédié une grande partie de sa carrière à la médiation scientifique. Et effectivement, j'ai toujours pas l'image, ce serait possible de la voir? Voilà. Ce que j'aimerais faire, c'est partir peut-être d'une idée plus simple, qui est l'idée de vulgarisation scientifique, qui très naturellement se trouve entre les activités de production des savoirs et de transmission des savoirs. La première étant réservée à la recherche et l'autre à l'enseignement scientifique. Et puis, arrive, notamment par le biais des Sciences et Technologies Studies, les STS, un champ qu'on appelle la réflexion sur les savoirs. Et pour moi, la médiation scientifique, elle se place plutôt là. Et j'emprunte d'ailleurs une partie de ces idées à Matteo Merzagora, directeur de l'Espace des Sciences, Pierre-Gilles Lejeune, ici présent. La médiation scientifique, elle se situe ici. Ce n'est pas seulement la transmission de savoirs qui sont produits dans les laboratoires, c'est une mise en situation de la science en société. C'est une réflexion de la place de la science en société. Mais ce n'est pas des chercheurs qui réfléchissent entre eux sur la place de la science en société. Tout ça, ça doit s'inscrire dans une démarche participative avec le public qui est impliqué. Et ça suppose donc des méthodologies qui sont participatives, qui ne sont pas transmissives. Tout à l'heure, on parlait de transmission de connaissances. Si l'objectif d'une activité est la transmission de connaissances, pour moi, on n'est pas dans la médiation. On sera peut-être dans la vulgarisation, mais pas dans la transmission de la connaissance, c'est pas de la médiation. Alors, vous. Il ne faut pas avoir de religion sur ces termes-là qui ne sont pas non plus complètement stabilisés. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a deux manières, deux conceptions de la notion de médiation. Une conception faible et une conception forte. La conception faible, c'est celle qui consiste à dire c'est de la médiation parce que c'est une pratique de communication publique de la science. Donc toute pratique de communication publique de la science peut s'appeler médiation si on le souhaite. Mais ce n'est pas très intéressant d'employer un terme comme ça pour des choses aussi diversifiées. Donc dans une version plus forte, on a vraiment cette approche de science en société. Est-ce que je peux me permettre de la science en société. Enfin, vous allez parler des deux modèles, je suppose. Cette première version qui est un côté vulgarisation, vous dites que ça répond à ce qu'on appelle le déficit modèle, l'idée étant que le public aurait des lacunes et que moi, scientifique, j'aurais pour mission de remplir.
Oui, alors au départ, combler. au départ, dans la vulgarisation, il y a cette idée qu'il y a des lacunes à combler, et ça, c'est effectivement, les sociologues des sciences ont appelé ça le déficit modèle, cette vision de la science en société dans laquelle il faudrait s'adresser à l'ignorance des gens. Et puis, ils ont développé un autre modèle qui s'appelle le dialogue modèle, qui inspire plutôt les pratiques, Le dialogue modèle, ouais. qui inspire plutôt les pratiques de médiation. Donc voilà, donc là on est plus du côté de la médiation avec le dialogue modèle. Donc dialogue, donc j'imagine que l'idée c'est d'entrer en dialogue avec le public et non pas d'avoir quelque chose de purement descendant avec simplement de l'information qui descend vers le public. Voilà, mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que si les pratiques de vulgarisation, d'ailleurs je viens de le dire, si la vulgarisation est un ensemble de pratiques auxquelles on peut se former, et bien sûr il y a des formations à la vulgarisation scientifique, mais la médiation est un métier, ça a été dit tout à l'heure, c'est un métier auquel on se forme. Il existe des formations certifiantes à la médiation scientifique dans les universités. Il existe des référentiels de compétences des médiateurs et médiatrices scientifiques. C'est pas du tout la même chose. Alors évidemment, je crois qu'on a besoin pour comprendre ce dont on parle ici, de se rendre compte qu'il y a ces deux acceptions du terme de médiation. La première au sens je fais le lien entre la science et la société, je fais le lien entre mes recherches et le public. Bon, je médie quelque part, j'établis une médiation, je fais le lien. Ça, c'est le sens. Je médie, M-E-D-I-E. Oui. Ça, c'est le sens large et faible un petit peu, puisque justement, comme je disais, il ne dit pas grand-chose. Et puis, il y a la médiation au sens de métier, auquel on se forme. Et là, évidemment, en étant chercheur ou chercheuse, on peut être médiatrice et médiateur au sens du métier, mais il faut s'y former. D'accord. Alors, à quoi ça ressemble, cette médiation scientifique dont vous parlez? J'imagine que c'est là que vous m'aviez dit, voilà, quand le dialogue modèle, on entre en dialogue avec le public, on entre en discussion, et j'imagine que c'est pour traiter de sujets qui sont éventuellement un peu polémiques, ce qui n'est pas forcément le cas de la physique des particules, par exemple. Donc, OGM, éoliennes, Covid-19, ce genre de choses-là. C'est là qu'on a besoin d'un médiateur? Oui, alors il faut comprendre que la médiation scientifique dont je vais parler, c'est-à-dire dans son sens fort, à laquelle on se forme, etc., a un rôle sociétal. Les chercheurs aussi, bien entendu, mais un rôle sociétal au sens où la médiation répond, comme la médiation culturelle en général, d'ailleurs le terme de médiation n'est pas réservé à la médiation scientifique, on parle de médiation culturelle, artistique, musicale, etc. Cette médiation, elle a un rôle sociétal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et je me suis amusé à vous le référencer dans la slide suivante, c'est que depuis 20 ans, la communauté de médiation scientifique a successivement changé de ses centres d'activité en fonction des crises. Des crises, non pas de la science, mais des crises qui survenaient dans la société elle-même. Je n'ai pas le temps de le détailler. Vous n'avez pas le temps, heureusement, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc on a un nombre de crises extraordinaires entre 2000 et 2020, et à chaque fois on a inventé quelque chose de nouveau pour essayer de répondre à ces crises, c'est ça? Oui, alors on pourrait discuter sur la pertinence de cette liste, de l'ordre, de la formulation. Il ne faudrait pas s'arrêter à ça. Mais pour avoir observé l'évolution depuis 20 ans, on peut vraiment se rendre compte qu'il y a eu des modes, mais ce n'est pas juste des modes parce que les gens avaient envie de faire ça, c'est parce qu'il y a la volonté de répondre à des enjeux sociétaux. Et ce n'est pas non plus la communauté qui d'un seul bloc s'est dit tiens, on va faire ça, on va construire des Fab Labs. C'est qu'il y a eu des financements pour ça. Et donc, c'est une préoccupation, un levier institutionnel qui permet à la médiation de s'attaquer à chacune de ces crises. Et j'ai rajouté une ligne hier à cette slide que j'avais déjà utilisée, parce qu'avec la crise Covid, on vient de le voir, on se rend compte que tout d'un coup, les gens réalisent ce que c'est que la science en train de se faire, réalisent que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, alors que c'est évident, ça on le savait depuis longtemps, et tout d'un coup, il faut l'expliquer. Et c'est le rôle de la médiation scientifique. Qu'ils ne savent pas tout de suite, ce n'est pas instantané la connaissance. J'aimerais que vous décriviez, si vous voulez, de façon très concrète, à quoi peut ressembler ce genre de débat, par exemple sur les OGM, disons, avec un médiateur, avec un scientifique, avec du public. Quelle est la différence? Comment est-ce que vous traitez le sujet là? En quoi est-ce qu'on a besoin de ce médiateur formé Alors, au sens fort? Je vais prendre un exemple effectivement caricatural, et puis finalement c'est celui sur lequel vous me lancez, c'est la question des OGM. C'est déjà assez ancien, mais ça parlera à tout le monde. Et je vais caricaturer. Imaginons une conférence de vulgarisation scientifique sur les OGM. Alors on a un expert, ou plusieurs, mais en général un, parfois une, qui
à qui on donne la parole pendant 1h15 en leur disant il y aura un quart d'heure pour les questions à la fin. Et puis en général, ça ne dure pas 1h15, ça dure 1h25. Et donc le modérateur ou la modératrice dit bon, il nous reste du temps pour quelques questions. Et puis là, il y a une personne qui prend le micro, qui se lève et qui commence à dire tout le mal qu'il ou elle pense des OGM. Je n'aime pas les OGM. Je n'aime pas. Et que faites-vous des suicides des agriculteurs, etc. Enfin bref, de tout un tas de sujets qui concernent les gens, mais qui effectivement n'ont aucun rapport avec la conférence qui a été faite. Enfin, du moins si c'est une conférence de génétique, hein, pas de sociologie ou de philosophie des sciences. Et ce qui peut se passer dans ces cas-là, c'est que le modérateur ou la modératrice dira « Écoutez, monsieur, madame, quelle est votre question ?» Bon, voilà un espace. Donc il n'y a pas eu de place pour l'opinion. Il n'y a pas la place, c'est pas grave. C'est très bien aussi une conférence sur la génétique, mais il n'y a pas la place pour l'opinion. En aucun cas, moi j'aurais envie d'appeler ça de la médiation scientifique. C'est de la vulgarisation, c'est de la communication. Ça peut être très bon, ça peut être très beau, extraordinaire. On peut apprendre plein de choses, mais j'appellerais pas ça de la médiation. Si on veut faire une activité de médiation sur les OGM, on commencera par réunir les gens, non pas 200, mais peut-être 20 maximum. Et on commencera par leur demander ce qu'ils en pensent, parce qu'ils savent plein de choses. Les gens, entre guillemets, d'ailleurs, ça ne veut rien dire, les gens... Donc la conférence commence par le fait de laisser la parole au public. Ah bah surtout, ça ne sera pas une conférence. Oui. Ça sera un atelier, et probablement un jeu de discussion. Un jeu de discussion. Alors il y a ici des associations dans la salle qui ont promu ces jeux. L'Arbre des connaissances, très active actuellement. Avec le groupe Trace, on en a également fait. Autre association Trace. L'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes également a développé ces jeux. Il s'agit ici de partir de l'opinion des personnes, de leur demander ce qu'ils en pensent, et de créer un besoin de connaissance. Et là, bien sûr, dans l'idéal, vous avez un ou une généticienne qui peut répondre aux questions qui vont se poser. Et vous voyez que dans cette autre version, mais pure et assez radicale de médiation dans laquelle on entre par l'opinion au lieu de rentrer par les connaissances, on a besoin de la connaissance, mais elle n'est pas préalable. Et en fait, elle n'est pas préalable, oui. L'avantage, c'est que ça permet de ne pas répondre à des questions qui ne se posent pas. Ça permet de ne pas répondre à des questions qui ne se posent pas. La vulgarisation répond souvent à des questions qui ne se posent pas a priori. Elle en suscite parfois, mais en fait, malheureusement, ce n'est pas les réponses auxquelles il est possible de répondre dans le cadre dans lequel c'est organisé. Alors qu'avec la médiation scientifique, alors là, dans cette version assez pure, comme je dis, puisqu'on commence par demander leur avis aux gens, on crée le besoin de connaissance et on répond vraiment à des questions qui... On crée le besoin de connaissance, c'est-à-dire que finalement, quand les personnes vont exprimer leurs opinions, leurs craintes, leurs espoirs, etc., concernant une nouvelle technologie comme les OGM, finalement, on s'aperçoit qu'on a besoin de connaissances pour savoir où placer ses espoirs, où placer ses craintes, quoi. Oui, mais ce n'est pas non plus un déversoir à émotions auquel on répondrait en apportant des connaissances pour rassurer tout le monde. Ça ne marche pas. Ce qui va se passer en général dans une activité telle que celle-là, c'est que les personnes impliquées vont construire leur opinion, et vous ne savez pas laquelle. Et d'ailleurs, tant mieux. Hein. L'idée, c'est de permettre à chacun de construire sa propre opinion, de comprendre pourquoi la personne d'à côté n'a pas la même. Et ça, c'est vraiment constitutif d'une construction de la citoyenneté, et c'est extrêmement utile dans notre société. Constitutif d'une construction de la citoyenneté. Alors j'ai envie de me demander à Antoine Petit si vous avez l'impression que ça peut être le rôle d'un chercheur, d'une institution comme le CNRS, que de participer à ce type de débat dans lequel, au fond, il y a cette idée de construire de la citoyenneté. Alors, c'est très clairement le rôle du CNRS. Le rôle du CNRS, c'est aussi d'expliquer, je vais le dire de façon triviale, mais c'est d'expliquer pourquoi est-ce que chaque année, le contribuable donne 2,6 milliards au CNRS. Il a le droit de comprendre pourquoi il donne cet argent-là. Donc ça fait partie clairement des missions du CNRS que d'expliquer l'importance de la science, mais c'est un point auquel moi je suis très sensible, c'est aussi important, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'expliquer les limites, et en particulier, je considère que la science doit être là vis-à-vis des gens comme un outil d'aide à la décision, mais il faut rappeler que la décision, c'est pas à nous scientifiques de prendre les décisions, et ça je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, est-ce que c'est le rôle de chaque... J'ai l'impression que parfois les deux rôles sont un peu mélangés. Bon, on l'a vu pendant la crise Covid, oui. Au début, on a commencé à expliquer qu'on annulait les élections parce que le conseil scientifique avait dit que.
je suis désolé, c'est pas le rôle d'un conseil scientifique, qui d'ailleurs était plus un conseil médical qu'un conseil scientifique, mais c'est un autre sujet. Mais c'est pas le rôle d'un conseil scientifique de prendre ce type de décision. Je pense quand vous avez des responsabilités à prendre, vous éclairez votre décision d'un certain nombre d'avis, et après vous prenez la décision. Et je pense que c'est vraiment important. Et c'est important aussi pour l'image qu'ont les citoyens de la science. C'est-à-dire que, et je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que si les gens ont l'impression que grosso modo il y aurait les scientifiques qui sauraient et qui leur expliqueraient ce qu'ils doivent penser et décider, c'est une catastrophe. Je pense qu'il faut accepter, et c'est parfois compliqué pour les scientifiques, en particulier quand ils sont spécialistes d'un domaine, d'avoir en face d'eux des gens qui, d'une certaine façon, remettent en cause leurs paroles. Simplement, je pense qu'ils ne remettent pas fondamentalement en cause leur connaissance. Simplement, leur connaissance, c'est un élément du puzzle. Et ensuite, la décision, encore une fois, elle est prise en tenant compte de cet élément-là, qui joue un rôle important, mais aussi d'autres éléments. On le voit, par exemple, pour le changement climatique, dont on parlera peut-être. Après, dans votre question, il y avait une autre partie, c'est est-ce que c'est le rôle de chaque chercheur ou chaque chercheuse? Et là, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des gens qui aiment faire de la médiation, il faut les encourager. Il y a des gens qui n'aiment pas, il ne faut pas le faire. Un chercheur, il est là pour chercher, si possible pour trouver, et une chercheuse, c'est la même chose, bien sûr. Et je pense que ça serait absurde d'imposer, je crois, à chaque chercheur ou chaque chercheuse de faire de la médiation. C'est encore une fois, il faut avoir une certaine appétence pour cette tâche-là, mais ça ne peut pas être une obligation pour chacune et chacun. Alors, ce n'est pas une obligation pour chacune et chacun. Néanmoins, j'ai vu là dans le comité, il y a un guide du CNRS, écrit par le comité d'éthique du CNRS. Le guide s'appelle « Pratiquer une recherche intègre et responsable ». Et ils disent « Les chercheurs ont une obligation éthique d'ouvrir les résultats de leur recherche à la communauté scientifique et aussi au public. De plus, ils y sont aussi tenus par la loi lorsque les recherches sont réalisées avec un financement public. » Ça reprend ce que vous disiez. Il disait aussi « Le chercheur se doit de diffuser ses savoirs et de porter ses activités à la connaissance du public, de sorte qu'elles puissent être comprises par des non-spécialistes et qu'ils en perçoivent les justifications et l'intérêt. » Donc il y a cette idée d'une mission fondamentale comme ça. Alors j'ai bien compris que ça dépend de la capacité de chacun à effectivement s'adresser au grand public notamment. Oui, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'écrit le comité d'éthique, même s'il est indépendant du président du CNRS que je suis, mais je pense qu'il faut voir le chercheur comme quelque chose de général. En général, le chercheur se doit d'eux. Ça ne veut pas dire Monsieur X ou Madame Y, vous devez le faire. Je pense qu'encore une fois, il y a des gens qui ont des vraies compétences pour faire de la médiation scientifique. Ça nécessite un vrai effort, hein, c'est ce qui a été dit. C'est la médiation scientifique, c'est pas juste la transmission des savoirs. Et donc ça veut dire être capable aussi de passer du temps à se former ou à s'auto-former pour faire cette médiation scientifique. C'est pas si simple pour des gens qui sont spécialistes d'un domaine d'avoir en face d'eux des gens qui vont leur poser des questions qui leur semblent presque anachroniques, en disant mais moi je vous parle d'un truc très compliqué et vous revenez à des fondamentaux, donc c'est pas si simple que ça. Donc encore une fois, je pense que il faudrait pas, et je le ferai pas en tant que responsable du CNRS, imposer à chacun et à chacune de le faire. Et par contre, collectivement, il faut l'encourager. Donc c'est aussi le principe c'est une institution de la taille du CNRS, et il faut trouver un bon équilibre entre l'institution a des responsabilités, et donc ça veut dire qu'il faut qu'elle les assume. Et donc il y a un moment, il y a des chercheuses et des chercheurs qui vont le faire, mais c'est pas pour autant que ça devient obligatoire individuellement. Si je peux me permettre, je vous en prie, Madame Verdier. C'est tout l'intérêt du médiateur, qu'il accompagne le chercheur pour décrypter sa recherche, pour décrypter les savoirs. On a, comme l'a dit Antoine, vraiment la responsabilité de partager les savoirs. Les savoirs, c'est un bien commun, et il faut qu'on les transmette, et qu'on les transmette au public. Mais souvent, le chercheur, ça lui fait peur, ça. Donc c'est une question de temps, c'est une question de formation. Ça lui fait peur, pourquoi? Ça lui fait peur parce que il n'est pas dans le sensationnel, il est vraiment dans la transmission de sa recherche, et expliquer parfois des choses très complexes, c'est compliqué. Ça peut paraître très compliqué, notamment pour des jeunes chercheurs. Il n'est pas dans le sensationnel alors que c'est ça que le public demanderait selon vous? Pourquoi est-ce qu'il faudrait être dans le sensationnel? Écoutez, non, il ne faut pas forcément être dans le sensationnel, mais il y a des résultats, comme vous l'avez dit, quand on parle des OGM, quand on parle d'édition du génome, par exemple, il y a eu tout un... dans la presse, ça a été repris avec des mots très durs, et
pour moi, enfin, qui travaillait sur ces thèmes-là, j'ai trouvé que la presse nous envoyait quelque chose de très sensationnel, alors que le chercheur, lui, va tenter d'expliquer par des mots simples qu'est-ce que c'est que des ciseaux pour couper le génome, par exemple. Ouais. Alors justement, c'est la question que vous posiez, c'est est-ce que le chercheur il doit être juste cantonné à cette vulgarisation, à cette médiation aux sens faibles? Jusqu'à quel point est-ce que le chercheur peut ou doit participer à cette médiation au sens fort qui entend répondre à des questions de société sur la nécessité des OGM, les dangers réels du Covid ou irréels, etc. Moi, il me semble qu'il y a un bon exemple qui est le changement climatique, avec le rôle qu'a joué le GIEC, où c'est quand même des chercheurs qui ont alerté l'opinion publique au sens large sur cette question du réchauffement climatique. Et il a fallu longtemps. Là, maintenant c'est une évidence à peu près pour presque tout le monde, à part quelques personnes au placé, ce qui est un peu embêtant, mais c'est quand même une évidence pour presque tout le monde. Mais il y a eu un travail énorme des chercheurs. Et pourtant, qu'ont fait les chercheurs et les chercheuses? Ils ont dit attention, il y a la problématique du réchauffement climatique. Et ils ont convaincu les gens de l'existence. Et on voit bien que ça ne suffit pas à ce que les gens bougent. Et donc, je trouve que là, c'est à la fois le chercheur et les chercheuses sont dans leur rôle de sensibilisation de la communauté en général. Et on voit leurs limites, c'est-à-dire que ça n'est pas aux chercheurs et aux chercheuses d'imposer à une société des mesures, même si individuellement, ces chercheuses et ces chercheurs considèrent que ces mesures devraient être prises. Alors, venons-en à vous, Madame Verdier. Donc, Valérie Verdier, vous êtes la PDG de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, donc un institut qui fait de la recherche, qui fait de la formation au bénéfice de divers pays, en particulier méditerranéens et intertropicaux. Donc, et là, vous avez ici, on a un cas tout à fait passionnant, parce que vous m'avez dit que la médiation, elle a un sens particulier chez vous. La médiation scientifique, elle est extrêmement importante chez vous. Oui, elle est très importante. Alors, vous avez dit l'Institut de la recherche pour le développement, et notre vocation, c'est vraiment de faire du développement dans les pays, disons, moins développés. Donc, effectivement, la mission des cultures scientifiques, elle prend un caractère très particulier parce qu'on travaille dans des contextes culturels très différents et où on a besoin d'une médiation forte et où la fracture entre science et société est souvent encore plus forte. Et c'est là où on a besoin effectivement de travailler à une médiation dans des environnements qui sont différents des nôtres ici. Là, vous avez besoin d'un médiateur parce que finalement, il y a des projets de développement, ils sont au bénéfice de ces pays, de ces populations. Donc des chercheurs de l'IRD vont sur place. Et là, il faut engager aussi la population, il faut avoir une forme d'acceptation. Oui. Et donc c'est là que vous avez besoin de médiateurs. Qui sont-ils ces médiateurs? Alors ces médiateurs. Alors déjà, je voudrais dire qu'à l'IRD, nous avons créé en 2015 une mission de la culture scientifique qui n'est pas une sous-direction de la direction de la communication. C'est vraiment une mission à part entière qui a vocation donc à diffuser cette culture scientifique dans les pays où nous sommes. Alors les médiateurs... Donc la médiation à l'IRD, elle est dans le pôle science et non pas dans le pôle communication. Exactement, elle est dans un pôle science où on va retrouver les départements scientifiques. Donc c'est une mission qui est vraiment au cœur de la science, au cœur des chercheurs et au cœur aussi de nos partenaires dans les pays où nous sommes. Alors les médiateurs, ça peut être des journalistes, ça peut être des artistes, ça peut être des professeurs d'école. Donc on est vraiment en contact sur place avec ces personnes-là. Alors j'ai des exemples en tête comme théâtre. Nous avons tout récemment co-construit une pièce de théâtre sur les questions de l'environnement. Ça s'appelle Je suis vert, où un chercheur de l'IRD va accompagner un metteur en scène et le guider, si vous voulez, dans la réflexion sur l'environnement. Et cette pièce de théâtre, elle a circulé déjà en Indonésie, dans différents pays. On a aussi les clubs jeunes, où nous travaillons directement avec des jeunes dans les écoles. Alors je pense à des exemples en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où nous avons aussi les hip-hop, qui sont les petites ondes participatives, où on va demander aux jeunes de faire des captures de vidéos et de les diffuser dans différents événements sur des questions, par exemple, comme disait Antoine, sur la question du climat, qui est très prégnant encore plus dans les pays où nous travaillons au sud.
D'accord, parce que pour ces projets de développement, vous avez besoin d'appui à travers des médiateurs. Et donc, à chaque fois, ces médiateurs appartiennent à la culture du pays dans lequel vous intervenez. Oui, tout à fait, tout à fait. Au Burkina Faso, par exemple, c'est comme ça qu'on a pu monter des pièces de théâtre avec des personnes, des collègues sur place, des Burkinabés. Alors, pour vous, alors, il s'agit évidemment de créer, c'est ce qu'on appelle de l'acceptabilité quand même, hein. Oui. S'expliquer, se présenter, et puis faire en sorte que d'être compris et que d'être accepté dans la population. Jusqu'à quel point est-ce que c'est pas du coup une forme de prosélytisme ou... Non, je pense pas. Je pense qu'on a besoin d'expliquer la science avec des mots simples. Je pense à un exemple, le safou, qui est un arbre qui produit d'ailleurs des fruits. On devient très, très addict à ces fruits d'ailleurs. On va mobiliser des jeunes au Burkina Faso ou dans d'autres pays pour expliquer pourquoi on fait de l'amélioration du safou. Voilà, c'est des choses... c'est pas du prosélytisme, c'est vraiment expliquer pourquoi on est là et pourquoi et comment on va transmettre les savoirs aux populations. C'est aussi ce que j'appelle la science de la durabilité, pour laquelle Science de la durabilité. Science de la durabilité, c'est vraiment répondre aux questions des citoyens. C'est une science qui doit être tournée vers des solutions et répondre aux problèmes réels de la société. Donc, vous avez cette problématique entre la science et des populations dans lesquelles cette science va se développer. Il faut effectivement une forme de médiateur, un dialogue interculturel. Et vous m'avez dit, ce dialogue interculturel, il peut être important en France aussi. Oui, bien sûr. À quoi vous faites allusion? Comment est-ce que, concrètement, à quoi ça ressemble un dialogue interculturel en France? En quoi est-ce qu'on en a besoin dans le domaine de la science? Écoutez, dans tous les domaines, je pense, on a besoin de ce dialogue interculturel. Quand on est, par exemple, nous, installés en Seine-Saint-Denis, à Bondy, on a des actions auprès de nos élus locaux. On a des actions directement avec les sociétés qui vont faire la vulgarisation dans les écoles. On va dialoguer sur les recherches qu'on conduit au centre de Bondy, en plein cœur de la Seine-Saint-Denis. Alors, je vois que Richard Emmanuel Listès, je lis votre langage non verbal. Vous êtes avancé sur votre siège. J'ai l'impression que vous avez envie de réagir à des choses qui se sont dites. Puis après, on passe à vos questions, bien sûr. Si je peux, oui, merci. En fait, je voulais réagir sur cette idée d'acceptabilité sociale. Est-ce que c'est possible d'avoir juste mon image à l'écran? J'aimerais montrer quelque chose. Parce que, Alors, de même que c'est court, parce qu'on a besoin de vous entendre. Ça sera court. De même que le journalisme scientifique... Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière image, la troisième image du PowerPoint, s'il vous plaît, à l'écran? Le temps que ça vienne, je vous dis ça. De même que les journalistes scientifiques ne doivent pas être des courroies de transmission de la connaissance scientifique, la médiation scientifique ne doit pas être un instrument au service de la création de l'acceptabilité sociale, de la science, des technologies et du progrès scientifique. J'ai parlé de ces deux extrêmes, des activités qui étaient basées, qui entraient par les connaissances et les faits, la conférence sur les OGM, et d'autre part les opinions... Un peu moins vite, parce qu'avec le masque, ça étouffe, et donc, comme on l'a vu, on a besoin de parler un peu moins vite pour bien vous entendre. Alors j'ai parlé de ces deux types d'activités qui entraient soit par les connaissances et les faits, la conférence sur les OGM, soit par les opinions, les valeurs, le jeu de discussion. Ça, c'est un axe. Toute activité de communication se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Mais il y a un autre axe qui me semble important, je ne vais pas le détailler jusqu'au bout, vous savez que je pourrais en parler assez longtemps, c'est en fait les intérêts de qui ça sert. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Petit, parfois, les institutions scientifiques communiquent pour simplement justifier des budgets qui leur sont alloués. Et c'est tout à fait légitime. Mais vous avez aussi, moi j'avais vu des collègues chimistes qui prenaient leur bâton de pèlerin pour aller convaincre les enfants dans les écoles que la chimie c'était bien. Et là, on commence à être du côté du prosélytisme. Donc, je vous montre simplement quelques... Je ne les décris pas, de toute façon, ça sera décrit dans ma prochaine vidéo YouTube. Mais finalement, quand l'activité, elle sert la science, l'institution scientifique, les chercheurs, pour moi, on est vraiment dans la communication. Par contre, quand elle est vraiment orientée vers l'intérêt des publics, c'est-à-dire l'inclusion sociale, l'empowerment, la lutte contre l'autocensure, là, on est dans la médiation. Et il y a un risque qu'une forme de cette communication, je l'appelle communication missionnaire, on pourrait dire prosélyte, marketing, il y a un risque de tomber là lorsqu'on utilise la science pour essayer de convaincre que le progrès technologique ou telle technologie, c'est bien. Alors, la communication pédagogique,
on la connaît bien, hein, c'est celle qui consiste à, par exemple, créer de l'adhésion par l'instruction, hein, lutter contre la crise des vocations scientifiques, etc. Mais moi, je préfère, vous l'aurez compris, hein, largement les deux formes de médiation, peu importe, je les appelle épistémiques et axiologiques, qui servent vraiment l'intérêt du public et de la société. Et la vulgarisation, elle est quelque part par là, elle est plutôt du côté de la communication pédagogique en général. Elle s'est largement déplacée avec la professionnalisation de la médiation vers la médiation épistémique et vers la médiation axiologique, mais il y a encore une partie de la vulgarisation qui verse dans le prosélytisme, et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, et si on le fait, il faut l'assumer. Alors, il y avait monsieur qui voulait s'exprimer. Vous avez un micro. Je vous écoute. On vous écoute, monsieur. Vous appuyez sur le bouton. Voilà, votre micro est rouge et on vous écoute. J'ai un demi-siècle de pratique de vulgarisation scientifique au labo et j'aimerais bien dire que les chercheurs sont des informateurs, peuvent être des informateurs, mais je dois dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné, qui est un problème très grave, c'est la langue. Tous nos jeunes chercheurs, je suis encore en labo, tous nos jeunes chercheurs parlent en anglais. Un jeune chercheur de notre laboratoire qui s'appelle Bill François a reçu l'an dernier le Grand Prix national d'éloquence, quelque chose d'assez prestigieux. Eh bien, il est désolé, il soutient dans un mois sa thèse en anglais. Pour lui, pas de problème, parce qu'il a les deux. Mais je vois qu'au niveau des jeunes chercheurs, dès leur premier séminaire, ils le feront en anglais. Il n'y a plus d'agrégation, il n'y a plus de CAPES, il y a véritablement une formation manquante, celle qu'on nous donne à l'école primaire, et je pense que ça nous touche tous, qu'on soit CNRS, ça nous touche particulièrement pour l'IRD, où nous défendons la francophonie, et nous envoyons des chercheurs qui n'écrivent qu'en anglais. Je pense que c'est trop pour pouvoir le discuter maintenant, mais j'ai été pendant 20 ans membre de la commission de l'Académie française de néologie et terminologie. Je crois que c'est un combat provisoirement perdu. Est-ce que vous vous présentez, monsieur? Étienne Guillon, j'ai été directeur du Palais de la Découverte. Ah, excusez-moi, derrière le masque, je ne vous avais pas reconnu. C'est normal. Alors peut-être que vous rappuyez sur le bouton pour éteindre votre micro. Merci pour cette contribution. Est-ce que quelqu'un veut réagir à l'anglais? Sinon, on va prendre d'autres interventions. Quelqu'un tout au bout là-bas. Madame, merci beaucoup, monsieur, pour cette contribution. Héloïse Dufour, je dirige le cercle FSER. Je vous demande de parler bien fort, madame. Bonjour, Héloïse Dufour, je dirige le cercle FSER qui travaille à favoriser l'engagement des chercheurs dans la médiation scientifique. J'étais ravie d'entendre Antoine Petit parler d'un encouragement global des chercheurs dans la médiation scientifique. Je voudrais le titiller un peu pour lui demander si c'est une politique du CNRS, dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose que vous évaluez, vous êtes capable de donner des chiffres sur que font les chercheurs du CNRS, combien, quel pourcentage, est-ce que vous avez des indicateurs, des choses comme ça? Est-ce que c'est une activité que vous suivez? Alors, oui, c'est l'activité qu'on suit, mais encore une fois, on la suit essentiellement collectivement parce que le CNRS a fait beaucoup de publications, dont certaines sont clairement de la communication scientifique, d'autres sont de la médiation scientifique, et d'autres, c'est pas complètement clair ce qu'elles sont, si c'est l'une ou si c'est l'autre. Après, mais c'est normal parce que c'est un continuum, c'est un continuum. Après, est-ce qu'on évalue ça? Oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'un chercheur ou une chercheuse du CNRS qui ferait plus que de la médiation scientifique, sauf exception, c'est pas quelque chose qu'on attend d'elle ou de lui. Et donc, c'est toute l'activité qui n'est pas mainstream, c'est toujours compliqué l'évaluation. Parce que c'est difficile à évaluer, parce que évaluer une bonne recherche, on sait à peu près le faire, à peu près. Je ne dis pas que c'est simple, mais on sait à peu près. Évaluer, le fait de faire de la médiation scientifique, c'est pas une fin en soi. C'est comme quand quelqu'un nous dit, mais moi je suis directeur ou directrice de labo, donc je devrais être promu. Si c'est un mauvais directeur ou une mauvaise directrice de labo, non seulement on ne faudrait pas le promouvoir, mais il faudrait le dégrader, mais ça on ne sait pas faire. Mais la médiation scientifique, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire je fais de la médiation scientifique. C'est est-ce que tu fais de la bonne médiation scientifique? Et ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué à évaluer. Et donc, de manière générale, tout ce qui sort de la pure production scientifique, tous les discours, et moi le premier, on va dire oui, on a envie de l'évaluer, oui, on a envie de le prendre en compte. La réalité, c'est que c'est compliqué à faire concrètement.
Si vous pouviez, vous aimeriez le faire? Je trouve que pour un institut ou pour un centre de la taille du CNRS, il serait pas anormal qu'il y ait des gens qui, d'une certaine façon, deviennent des professionnels de la médiation. Bien sûr, mais en imaginant qu'il y a certaines personnes, vous voyez Nathalie Besson par exemple, qui fait ça Oui, mais pour Nathalie Besson, ça va être un plus. C'est-à-dire que Oui, c'est ça. c'est un plus. C'est-à-dire qu'avant tout, Nathalie Besson, elle est chercheuse en physique, comme elle l'a dit. Mais est-ce que Et- dans l'évaluation, ça peut compter comme un plus? Ah oui, ça compte Ah, comme un d'accord. plus. D'accord. Ah, Mais c'est si je- qu'un plus. Pardon, Madame si Verdier. je peux apporter Bien. l'expérience de l'IRD, qui est un petit institut par rapport au CNRS, mais 2000 chercheurs. Nous avons mis en place... alors, d'abord, le chercheur, il est évalué tous les 2 ans avec son rapport biennal. Mais il est aussi évalué chaque année et on lui demande de remplir une fiche annuelle d'activité. Et dans cette fiche annuelle d'activité, nous avons préparé une fiche particulière pour apprécier justement son implication dans la médiation. Alors, il y a un certain nombre de critères, enfin de topics à remplir, de thèmes à remplir. Et alors, bien évidemment, comme l'a dit Antoine, ça ne va pas être la première chose qu'on va regarder dans son évaluation, mais petit à petit, ça rentre, ça percute dans les commissions scientifiques qui évaluent nos chercheurs. Et bien sûr, évidemment, ça reste toujours les publications et les publications de rang A. Et là, je vous rejoins, les chercheurs, on leur demande, leurs publications, elles sont écrites en anglais, mais la médiation, le plus souvent du temps, elle se fait en français, et au sein des laboratoires, elle se fait beaucoup encore quand même en français. La diffusion et aussi la médiation qu'on leur demande de faire. Alors, on a une table ronde qui est relativement restreinte. Je ne sais pas si vous avez vu dans notre programme, 45 minutes seulement. Les autres seront plus longues. On aura plus de place pour les questions, pour le débat. Mais on va encore en prendre une ou deux, madame. Oui, Laurent Sémar, je suis chercheuse émérite du CNRS et engagée dans la médiation, enfin, en tant que chercheuse. Et il y a un point, j'ai envie de revenir sur ce qu'a dit Madame Besson au début, sur la façon dont on communique par soi-même en étant là. Et il y a un aspect de cette transmission, de cette médiation que vous n'avez pas du tout évoqué, et qui pourtant me paraît être un intermédiaire important, c'est la transmission à travers l'enseignement. Lorsqu'on a des étudiants qui ne sont pas encore du tout dans le domaine dans lequel on travaille, ils ne sont pas des spécialistes déjà décidés sur ce qu'ils veulent faire, mais qui sont encore pleins d'interrogations et à qui on vient apporter des connaissances, on vient aussi apporter notre enthousiasme, notre envie de recherche et c'est notre façon de transmettre qui va être essentielle. Et il me semble que là, on met en œuvre toutes les ressources de cette... Alors, j'hésite encore sur les mots, peut-être parce que je pratique plus que je ne théorise, entre médiation et communication. Mais il me semble que l'enseignement y participe fortement. Merci, madame. Madame, je vous en prie. Oui, bonjour et merci pour cette première table ronde. Donc moi je suis Marine Crivello, je suis vice-présidente à l'Université d'Aix-Marseille qui partage de nombreux laboratoires justement avec le CNRS et l'IRD. Et donc les questions qui sont posées au sein de cette première table ronde concernent la médiation scientifique et donc fortement les questions sociales, la société, la présence de la science dans la société. Et il me semblait qu'il serait important peut-être de créer du lien aussi avec d'autres sciences, qui sont les sciences sociales et humaines, qui sont évidemment en prise directement avec ces questions-là. Voilà, c'est la question que je me posais, et notamment auprès du président du CNRS. Ça, ouais, je suis 100% d'accord avec vous. C'est-à-dire que d'abord, dans sciences humaines et sociales, ça commence par science. Hein. Donc, je pense que c'est un point qui est essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, on a effectivement besoin de cet éclairage des sciences humaines et sociales, y compris sur des sujets qui peuvent apparaître comme très techniques. On le voit, je vais prendre, je sais pas si j'ai des copains d'INRIA qui sont là, mais on l'a vu sur l'application Stop Covid. C'est-à-dire que finalement, la question n'était pas technique, c'était une question d'acceptabilité. Et je crois qu'on a un peu oublié que les gens pouvaient ne pas être totalement rationnels. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que les mêmes gens qui ont un compte Gmail, qui ont un compte Facebook, et qui donc passent leur journée à donner des informations confidentielles
et personnels à Facebook et à Google, les mêmes ont dit stop Covid, jamais, je ne veux pas transmettre des informations qui font anodines. Et donc là, on voit que ce n'est pas un problème de technique, c'est un problème vraiment d'acceptabilité. Et donc cet éclairage des sciences humaines et sociales, il est absolument clé dès qu'on veut parler de sciences et dès qu'on veut transmettre des sujets et aborder des questions sociales. C'est-à-dire que les questions sociales, vous ne pouvez pas les aborder uniquement d'un regard technique ou technologique. Je pense qu'on a besoin de cet éclairage-là. Et c'est quelque chose qu'au CNRS, on essaye de faire, puisqu'on est le seul institut dans lequel il y a des sciences humaines et sociales de façon conséquente. Il y en a un peu au CEA, mais c'est quand même marginal. Il y en a un peu chez toi aussi. Pour nous, c'est pas du tout marginal. Hein. Non, c'est vrai. Mais on a, non, c'est vrai. On a cette couverture thématique en sciences humaines et sociales qui est essentielle. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, les chercheurs et les chercheuses, c'est pas un exercice si simple que ça, parce que quand vous faites de la physique fondamentale, il y a quand même l'expert, il est quand même un peu reconnu. C'est-à-dire que la personne en face de toi, elle va pas te dire, sauf exception, Einstein, il a quand même pas vraiment raison et je vais t'expliquer la vie. Quand vous parlez de sciences humaines et sociales, les gens peuvent avoir l'impression que finalement tous les avis se valent et c'est pas le cas. Les experts, c'est quand même quelque chose qui a un sens. Et je pense que la médiation scientifique, on l'a pas dit, ça veut pas dire que tout le monde devient expert. Et donc cette dimension d'expertise des sciences humaines et sociales, elle est absolument essentielle si on veut parler à la société au sens large. Et donc je pense que oui, bien sûr, il faut les impliquer. Alors tout à l'heure, Madame Verdier parlait de cette manière peut-être pas un peu sensationnelle ou sensationnaliste de parler des sciences. Parfois, au Palais des Découvertes, il y a des choses sensationnelles qui se produisent, des choses spectaculaires, des démonstrations spectaculaire. C'est le sujet de la table ronde qui va suivre. Alors à quoi est-ce que ça ressemble, cette démonstration spectaculaire? C'est Sophie Becherel et ses intervenants qui vont nous en parler. Je voudrais remercier infiniment nos intervenants de cette table ronde, Madame Besson, Monsieur Petit, Madame Verdier et Monsieur Istès. Merci.